Merci à tous de nous rejoindre et de continuer cette journée, cet événement lié à l'identification pour la sécurité des personnes et les opérations de maintenance. On va continuer avec la présentation des offreurs de solutions. Victor, je te laisse la main pour l'introduction des speakers. Yes. Merci beaucoup. On va commencer. Laurent pour Primo Indé. Vous allez pouvoir monter sur scène, les micros sont là. Donc, vous pouvez commencer à changer par ici. C'est parti? Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui, très bien, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Ludovic et pas Laurent, mais c'est pas très grave. Et la société, c'est Primo Indé. Je vous ai amené ici ce que nous faisons. Évidemment, vous êtes un peu loin. Mais vous avez sous les yeux un fil RFID qui va servir à tracer, traquer, identifier un certain nombre d'articles, dont évidemment des EPI, dont je vais vous parler tout de suite après. Nous sommes une entreprise, une jeune entreprise, basée à Grenoble. Nous profitons d'un écosystème intéressant à Grenoble avec le CEA, et nous sommes nous-mêmes une spin-off du CEA de Grenoble. Vous avez ici une jolie vue de la ville de Grenoble. Nous sommes 23, et notre technologie est la technologie eFred, qui est une technologie évidemment protégée par un certain nombre de nos brevets, et qui aujourd'hui permet d'être embarqué dans la matière. Le fil que je vous présente ici est un fil qui va connecter, et qui connecte déjà, puisque nous sommes en production depuis l'été dernier, un certain nombre d'objets de tous les jours à l'Internet des objets. Il fait donc le lien entre un asset physique et le cloud, avec un identifiant unique, évidemment au format GS1, que je remercie d'ailleurs de nous accueillir aujourd'hui. Notre mission, c'est d'apporter de la valeur ajoutée dans le suivi du produit, dans le suivi de son cycle de vie. Et nous avons un savoir-faire, notamment dans la fabrication de ce fil RFID, mais également dans son intégration à travers un certain nombre de solutions que nous proposons sur plusieurs marchés différents. Pourquoi un fil et pourquoi un fil RFID? Eh bien parce que ça va être facile à embarquer dans la matière, c'est non intrusif, totalement flexible, comme vous le voyez ici. C'est un fil qui est passif, évidemment, puisque nous utilisons la technologie UHF RFID, donc il n'y a absolument aucune batterie dans tout ça. C'est un fil au format RAIN, qui est un des standards du marché, facilement intégrable donc, dans la matière, et donc, une fois intégré, on ne peut pas le retirer. Et si on ne peut pas le retirer, il vous assure une sécurité de la collecte des données tout au long du cycle de vie du produit. J'y reviendrai tout de suite après. Notre solution est protégée par aujourd'hui un peu plus de 20 brevets à travers le monde. Et notre solution de base, que vous avez à la fois sous les yeux, mais également dans le schéma ici, fait 130 mm de long, 0,5 mm de diamètre, un peu plus épais au niveau de la puce, qui est une puce du marché. Ce que nous faisons, c'est un assemblage d'une puce du marché. Il y a quelques fabricants de puces du marché, quand ils veulent bien vous livrer, parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Et nous assemblons cette puce sur un fil, qui est un fil soit d'alliage ou de fibre textile pour faire une antenne. L'ensemble est donc collé, soudé dans nos ateliers et résiste à la plupart des produits chimiques dans les applications de nos clients. Ça a une excellente résistance également à tout ce qui va être élongation, lavage. Et donc, par exemple, pour suivre des EPI, c'est intéressant de suivre le cycle de vie du produit et de son lavage notamment, mais également
toute la partie maintenance, réparation, j'y reviens tout de suite après. On résiste à des températures assez hautes dans les process industriels jusqu'à à peu près 200 degrés. Pour exemple, on s'intègre dans des pneus lors de la vulcanisation des pneus. Je rajouterai un mot sur l'empreinte carbone du fil RFID, puisque, comme je vous l'ai dit, nous avons une puce c'est silicium, le fil c'est du textile, il y a un peu d'alliage métallique, mais l'ensemble représente l'un des plus faibles impacts carbone du tag RFID sur le marché, mesuré par nos clients, c'est pas seulement moi qui en parle. C'est intéressant de parler de ça parce que c'est un support à l'économie circulaire dont je vais vous parler tout de suite après. Performance, radiofréquence, nous avons un tag qui est aujourd'hui l'un des plus petits du marché, mais une excellente performance radiofréquence, puisque dans l'air, on est capable de lire environ à 12 mètres sur la bande de fréquence européenne. Il y a peu d'applications où c'est nécessaire de lire à 12 mètres, donc évidemment, quand on est dans la matière, on a une distance de lecture moins importante, mais qui répond à beaucoup de cas d'usage, et suffisamment pour aujourd'hui avoir beaucoup de projets en route. Et également, un point important, dans la conception RF de notre tag, nous avons une capacité à résister aux environnements électromagnétiques et donc à être capable d'être lu dans des conditions de stacking où les tags sont proches les uns des autres, et notamment quand vous avez à lire de multiples produits très proches lors d'inventaire. Pardon. Ce qui nous permet d'être extrêmement performants à la fois en distance de lecture et en acquisition de données quand vous lisez en masse et plusieurs dizaines d'articles. Ce fil RFID est personnalisable. On est capable d'adapter, en fonction des projets de nos clients, le type d'antenne, également le type de puce, puisque nous avons plusieurs fournisseurs, et également le packaging. Le packaging, c'est ce qui va nous permettre d'être intégrés dans différents produits, différentes matières. Par exemple, le packaging textile ne sera pas le même si je dois l'intégrer dans un EPI textile que dans un pneu à base de caoutchouc. Évidemment, la couverture textile ne sera pas la même. On a plusieurs marchés aujourd'hui qui nous permettent d'être très optimistes sur les ventes de nos tags et de nos applications. Et nous sommes dans un mouvement aujourd'hui qui permet de proposer au marché notre stratégie de repenser la RFID et de repenser le format du tag RFID. L'idée derrière ça, c'est de pouvoir se dire qu'on va chercher des nouvelles applications dans la RFID qui vont être des applications de réutilisation, de recyclage, de réparation, tout simplement parce qu'une fois embarqué dans la matière, on peut supporter ces différentes étapes du cycle de vie nécessaire d'un produit, et plus particulièrement, je veux faire le lien ici avec le thème de cette journée, qui est comment on peut apporter de la sécurité au niveau du travailleur, indiquer l'état d'un EPI dans son cycle de vie, avec sécurité, puisque vous ne pouvez pas enlever, encore une fois, ce tag, c'est aussi participer à la sécurité du travailleur. Je vais venir directement à la présentation, puisqu'on m'avertit qu'il me reste un peu de temps. Qu'est-ce que nous proposons donc pour le thème d'aujourd'hui? Eh bien, de suivre en temps réel toutes les étapes d'utilisation de vos produits pour les travailleurs, au format GS1, évidemment, je le répète, et de proposer bien tout simplement de s'intégrer dans un vêtement, de le suivre quand il est donné, quand il est lavé, quand il est réparé,
Évidemment, on fait le lien avec des softs qui existent sur le marché. Et tout ça, ça permet d'avoir l'assurance de la collecte de ces données. Notre offre est disponible aujourd'hui à différents niveaux. Nous accompagnons nos clients dans la mise en place de leurs projets RFID. Nous proposons nos conseils pour l'intégration du fil et de ces différentes formes dans les produits. On fait de la caractérisation dans nos laboratoires, c'est-à-dire des performances à la fois notamment radio ou de diverses simulations. Et évidemment, tout ça passe par des preuves de concept. Je vous garantis que c'est un fil RFID extrêmement performant, mais le mieux, c'est de vous le démontrer. Et ça passe par des preuves de concept. Ce que nous faisons beaucoup aujourd'hui et qui débouche évidemment sur des déploiements que nous avons en cours. Voilà, je pense que je suis dans les temps. Il me reste encore 5 minutes, mais comment je vais meubler 5 minutes de plus? Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Je n'ai pas entendu votre question. J'ai toujours pas entendu votre question. Non, plus honnêtement, le prix est celui du marché et même, je dirais, assez pertinent sur le marché. C'est moins complexe à fabriquer qu'un tac durci aujourd'hui. Donc, tout dépend des volumes en question. C'est difficile pour moi de répondre comme ça, mais on n'est pas en train de présenter une solution qui est totalement déconnectée, sans jeu de mots, du prix du marché. Alors, merci pour la question, absolument. Aujourd'hui, on résiste à 100 lavages domestiques, ce qui suffit pour la plupart des EPI traditionnels, je dirais. Est-ce que vous êtes les seuls à proposer cette solution ? Autre bonne question. Oui, c'est un facteur de forme tout à fait unique. Et voilà, absolument. Vous avez déjà fait des tests en environnement irradié, nucléaire? Pas à ma connaissance, non. Non. Je ne sais pas si j'ai très envie d'ailleurs, mais... C'est pourtant un beau marché. Non, ça peut être intéressant, oui, tout dépend de l'application. J'imagine que vous ne voulez pas lire dans une zone irradiée, mais probablement avant ou après. Après, d'accord. Et après un lavage ou après... Est-ce qu'on peut en reparler après, à ce moment-là? Ce sera peut-être plus simple, à votre disposition. Oui, madame. Est-ce que vous avez déjà intégré votre produit dans une solution? Je vous entends pas bien, je suis désolé. Mais... Ce sera mieux comme ça. Ah, super. Est-ce que vous avez déjà intégré votre produit dans des solutions industrielles type équipement électrique, donc dans des produits qui sont moulés? Oui. Okay. Oui. Alors, il y a des choses que je peux dire, il y a des choses que je ne peux pas dire. Dans du câble électrique, oui. Pas au contact direct, évidemment, de la masse métallique, parce qu'on est, dans ces cas-là, confronté à des perturbations. On en a discuté tout à l'heure avec un de vos collègues. Mais on a trouvé une astuce pour être isolé de la masse métallique du câble et lors de la fabrication. Et donc, de pouvoir effectivement lire dans du câble, mais pas tout à fait au contact du métal, un petit peu décalé. En clair, on a une couche plastique qui vient s'extruder et qui fait un isolant entre les deux. Ça fonctionne très bien. Ouais. Merci, je trouve ça hyper innovant comme solution. Et est-ce que vous êtes confronté à des problématiques de protection des données, étant donné que des fils pourraient être embadés dans des produits textiles, j'imagine,
C'est ce que vous avez donné comme exemple. Aujourd'hui, si le consommateur ne veut pas le tag, il peut quand c'est un code étiquette, on peut le couper ou l'enlever. Et le fil, comment ils ont réagi, les consommateurs, par rapport à ça, ou des clients? Est-ce qu'il y a par rapport les problématiques de RGPD notamment? Alors, il n'y a pour moi pas de problème de RGPD en ce sens où ce n'est pas une application grand public, ça reste une application B2B, c'est-à-dire ça ne servira qu'aux professionnels pour tracer des produits dans le monde professionnel. D'autre part, la puce que nous embarquons, qui est une puce du marché, qui est prévue avec un certain nombre de fonctionnalités, a des fonctionnalités de vie privée. Lors de la lecture de la puce, il est possible d'encoder un mot de passe et de bloquer l'accès à la donnée de la puce. Dans la puce, il n'y a absolument rien concernant le travailleur ou la personne qui utilise le vêtement. Dans la puce, vous avez un identifiant, qui est un identifiant GS1. Il y a des spécialistes dans la salle qui pourront vous décrire mieux que moi tout ça. Il n'y a pas d'informations sur les personnes, et donc il n'est pas possible de faire un lien avec une personne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. J'ai compris que l'antenne était dans le fil. Est-ce qu'il y a une baisse de performance, voire une rupture de performance, si on plie le fil, si on entortille le fil, si on en coupe sur un côté? Alors, vous avez raison. Petite précision, c'est que le fil, c'est l'antenne. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, en effet, on a plusieurs standards, 2 pour être précis. Soit on a une antenne droite, comme c'est le cas ici que je vous montre, et dans ce cas, qui fait 130 mm, et dans ce cas, évidemment, si l'antenne est pliée, vous diminuez la performance de lecture. J'ai une autre antenne qui est caractérisée en forme hélicoïdale, une sorte de ressort, qui diminue donc la taille de l'antenne, mais qui reste assez performante, enfin autant performante que l'antenne droite. Et donc je compense un écart de longueur avec une antenne ressort. Oui, il vaut mieux éviter de ne pas plier l'antenne. Donc dans des applications où j'ai besoin d'être une antenne plus petite, j'utilise une antenne avec un système de ressort qui fait qu'elle est beaucoup plus petite. Dans les pneus notamment, c'est l'application principale. Merci. On garde la fin des questions pour ce midi. Voilà. Merci beaucoup, Ludovic. Merci à vous. On va laisser la place à Rémi Prudhomme de Smart Digital Services qui va nous présenter sa solution Keep Control. Bonjour à tous. Donc, je suis Rémi Prudhomme, le CEO de Smart Digital Services, jeune start-up qui a été créée en 2019. Et donc aujourd'hui, nous sommes 3. Notre mission, c'est de challenger la politique RSE des entreprises, en particulier pour un meilleur usage des équipements de protection individuelle. Alors moi, je vous parle de ça aujourd'hui parce que j'ai personnellement vendu des équipements de protection individuelle pendant 25 ans environ. Donc j'ai vendu ces équipements, mais j'ai aussi vendu des prestations de gestion et d'entretien de ces équipements, avec une dimension importante de l'utilisateur qui les a en main et qui doit évidemment bien les utiliser au quotidien. Alors les problématiques qu'on rencontre dans ce domaine, elles sont assez multiples en fait, vous en avez parlé longuement ce matin lors de la table ronde. On a effectivement déjà chaque fabricant qui va avoir une identification spécifique. Alors évidemment, là, c'est très intéressant de participer aujourd'hui puisque l'objectif, c'est que GS1 apporte vraiment une impulsion sur le marché pour standardiser l'identifiant de ces équipements, ce qui simplifierait énormément de choses derrière dans l'entreprise. On a aussi des règles de gestion spécifiques à chaque produit. Et ça, c'est vrai chez un même fabricant pour 2 casques différents. On peut avoir des règles de contrôle, de durée de stockage, de durée d'utilisation qui vont être spécifiques. Et vous pouvez multiplier ça par la problématique de chaque équipement. Un vêtement, c'est un nombre de lavage.
Un produit va être contrôlé par rapport à une date de mise en service, puis dans certains cas par une date de mise en fabrication. Donc ces éléments, évidemment, amènent beaucoup de difficultés derrière au quotidien. Et puis, moi, je pense aussi aux utilisateurs, c'est-à-dire ceux qui ont le produit en main. Là, aujourd'hui, c'est très compliqué de pouvoir accéder à ces niveaux d'information. Donc, voilà, c'est aussi des choses importantes. Côté entreprise, ça mobilise beaucoup de ressources, autant d'ailleurs des ressources humaines. Beaucoup de QHSE, je pense, qui, s'ils sont aujourd'hui présents, sont concernés. Mais aussi le manque de maîtrise clairement des investissements, puisqu'on voit aujourd'hui beaucoup d'entreprises renouveler des équipements parce qu'elles n'ont pas la capacité de pouvoir faire ces contrôles, ces entretiens réguliers. Donc pour nous, c'est vraiment un point central sur cette problématique. Et puis évidemment, l'engagement de responsabilité qui en découle, puisque l'employeur, il est bien responsable de la sécurité des équipements qu'il met à disposition de ses salariés. Tout comme les salariés sont eux aussi responsables de pouvoir remonter de l'information régulièrement sur leurs équipements, de telle sorte à être capable de pouvoir aussi informer l'employeur. Un contrôle annuel d'un harnais, c'est bien, mais quand on le porte tous les jours, on est susceptible d'avoir un problème avec son harnais. Donc on travaille sur ces sujets et en termes d'innovation, nous on propose en fait d'adapter justement la typologie du marquage à l'équipement. Alors on ne veut pas se substituer aux fabricants, mais on est bien sur une problématique de parc existant et de parc en circulation. Donc le parc existant, de parc nouveau, on va dire, chez les fabricants, ceux-là font évidemment, ont la possibilité d'être adaptés en termes d'identification. On a vu ce matin le rôle que CATU peut avoir dans ce domaine, mais j'espère que beaucoup de fabricants seront demain justement sur ce standard. Et puis l'idée, c'est aussi d'accompagner les clients sur le parc existant, puisque certains produits ont une durée de vie très longue. Et donc, l'objectif, c'est bien d'avoir un contrôle de la conformité, mais de l'ensemble de son parc et de l'ensemble de ses utilisateurs sur le terrain. Alors, nous, en fait, on apporte une solution digitale, en fait, à partir d'une étiquette qu'on voit ici sur le harnais, là, en photo. Et en scannant l'équipement, à travers une application, on va être capable de pouvoir accéder à du contenu qui résume tout ce qu'on doit avoir d'accessible, c'est-à-dire une notice d'utilisation, des préconisations d'usage de l'entreprise, le cycle de vie du produit, s'il a eu des entretiens, des contrôles, etc., de la maintenance. Mais aussi, on peut remonter de l'information, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, quand on est un utilisateur. Et l'objectif étant évidemment d'apporter un reporting assez détaillé à l'utilisateur côté client, on va dire, de telle sorte à ce qu'il puisse paramétrer lui-même des périodes de contrôle sur des périodes de chantier, sur des historiques d'entretien, bref, qu'il puisse en fait vraiment complètement piloter l'ensemble des éléments qui correspondent à la conformité de ses équipements. Alors c'est un slide où on va aller assez vite, puisque c'est un slide qui est extrait d'ailleurs du guide GS1, donc c'est simplement pour indiquer qu'on est bien sur le suivi du cycle de vie du produit à travers la lecture de l'étiquette finalement, qui va bien reprendre en fait chacun des éléments. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme difficulté quand on parle de marquage sur les équipements et d'identification ? Il y a d'abord le respect de la conformité de ces équipements. Alors, c'est un sujet qui est, que moi, sur le terrain, je vois en fait au quotidien, et je me rends bien compte qu'en fait, c'est pas si simple que ça. Le client utilise l'identifiant du fabricant, du coup, il en a plein, du coup, c'est compliqué. Donc, il peut être tenté d'avoir son propre identifiant. S'il a son propre identifiant, il va être amené à marquer lui-même ses équipements ou le faire faire. Et là, on est sur un sujet qui peut remettre en cause la conformité. Si on utilise une étiquette RFID UHF avec un solvant dans la colle, sur un casque, évidemment, on va avoir un souci, c'est que le casque ne va pas supporter le solvant et on peut imaginer que ça puisse même mettre en cause la responsabilité de l'employeur. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'arriver avec un produit d'identification qui va s'adapter à chaque matériel le plus longtemps possible, même si, effectivement, il faut aussi imaginer que l'étiquette puisse être arrachée. Ça peut arriver, notamment quand on marque un parc existant. Et là, auquel cas, il faut avoir une solution pour maintenir cette traçabilité, ce qu'on propose. Et évidemment, il faut s'adapter à l'environnement d'usage. Je parle également de chaînes de levage, par exemple. Donc, ce ne sont pas des EPI, mais c'est du matériel soumis à un contrôle. C'est vraiment des produits qui sont amenés à être très contraints dans l'utilisation, déjà à l'extérieur d'une part, et puis avec beaucoup de frottement, le poids des chaînes, etc. Donc, c'est des sujets assez importants. Donc, nous, on va être capable en fait, de vous accompagner dans ces démarches, et puis, pourquoi pas, d'aller amener des protocoles qui vont permettre à un fabricant de savoir exactement comment on va pouvoir procéder sur un marquage d'équipement en fonction de cette utilisation.
En termes de logique en fait, d'utilisation de techno, on utilise aujourd'hui le Data Matrix et le RFID UHF, puisque ce sont à la fois les standards de GS1, mais c'est vrai que ce sont les solutions les plus robustes et les plus évolutives en termes de gestion par rapport aux attentes qu'on peut en avoir sur le marché. Vous avez certainement en tête une grande enseigne de sport qui utilise la RFID UHF depuis quelques années. Alors, bon, on le voit parce qu'on transforme un peu le modèle de consommation quand on est en caisse, et là, on se rend compte un petit peu ce que ça donne. Mais il faut imaginer que c'est en amont en fait, de cette situation, quand on est en caisse, que là, le gain se fait dans l'entreprise. Il y a énormément d'opérations qui sont complètement simplifiées. Il n'y a plus d'inventaire dans ces entités-là, puisque justement, cette étiquette, elle est lue à différents stades de la production et de l'utilisation du produit, ce qui permet vraiment d'en tirer une valeur intéressante. Après, on présente également une solution QR code et NFC, parce que pour l'utilisateur, charger une application, c'est une contrainte, c'est pas simple. On parle d'utilisateurs qui sont sur le terrain. Et donc forcément, le QR code ou la NFC, ça peut avoir un intérêt, même si effectivement, on n'a pas aujourd'hui dans le standard GS1, j'ai bien noté le lien URL qu'on peut utiliser avec cette techno. Mais aujourd'hui, vous avez des technos qui sont croisés, Data Matrix, RFID UHF et NFC qui peuvent exister, puisqu'il y a certains fabricants qui proposent des étiquettes avec cette double techno qui permet également d'avoir l'impression derrière. Alors, en termes de moyens de lecture, c'est assez simple. Le matériel RFID, vous le connaissez, vous en verrez ici en exposition. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé sur la gauche là, une Smartbox. L'intérêt de cette Smartbox, c'est qu'avec la RFID UHF, on a un rayonnement de lecture qui est assez éloigné, donc quelques mètres souvent, de quelques centimètres à quelques mètres. Et l'intérêt de cette Smartbox, c'est qu'elle ne va lire que ce qu'elle a à proximité du champ de lecture. Donc là, voilà, c'est assez simple de pouvoir aller contrôler un équipement avec cette techno, sans être perturbé par d'autres étiquettes qui sont dans l'environnement de lecture. Les PDA qui permettent évidemment de travailler en mobilité, et puis le smartphone qui permet, soit par le biais de l'application, soit par une lecture directe via un QR code, d'accéder à de l'information. Voilà, notre application mobile sur la gauche, en fait, elle a un certain nombre de menus qui permettent de suivre le cycle de vie. Donc c'est tout bête, on va suivre toutes les opérations qui peuvent se faire et qui peuvent intéresser l'entreprise. Donc on va associer l'étiquette à un équipement si ce n'est pas déjà fait par le fabricant. On va pouvoir attribuer et réattribuer l'équipement au quotidien quand il a besoin d'être réattribué. Gérer un certain nombre d'équipements de plusieurs personnes, localiser des équipements, puisque à chaque lecture, on va enregistrer la position de lecture de l'équipement. La position GPS, pardon. On va également évidemment enregistrer la réforme, le recyclage, qui sont des opérations importantes pour mesurer l'efficacité d'un système dans l'entreprise et du suivi du cycle de vie. Voilà. Et puis, bien sûr, ça passe aussi par une plateforme web qui, elle, sur un des éléments que je vous montre ici, donc, permet d'accéder à une fiche de vie qui permet de donner beaucoup d'informations, puisque c'est important, quand on fait le suivi d'un article, de pouvoir accéder à toutes ces infos en fonction de son rôle. Si on fait le contrôle, qu'on utilise des équipements en itinérance, c'est intéressant de savoir quand la demande est faite, d'où elle est faite, mais aussi, bien sûr, de tracer toutes les opérations qui sont enregistrées par le mobile, finalement. Alors, évidemment, ce reporting, il est important. Alors, il est important pour ce qu'on a déjà fait sur le produit. Ça, c'est intéressant. Donc, on a le cycle de vie qu'on va pouvoir tracer les entretiens, les contrôles, tout ce qui a été fait sur un produit, plusieurs produits, un certain nombre d'utilisateurs, par exemple. Mais on va aussi pouvoir anticiper des contrôles à réaliser. Donc, en fait, les dates de période de début et de fin que vous voyez à l'écran, ce sont des dates qu'on va pouvoir appliquer à un chantier. On démarre un chantier au 1er juin jusqu'au 31 décembre. On va identifier qu'est-ce qui va être non conforme, qui va nécessiter un entretien sur cette période, de telle sorte à anticiper ces problématiques. Alors, les bénéfices, en fait, ils sont multiples. On en a aussi parlé ce matin, et c'est vrai que ce n'est pas évident de mettre des chiffres, en fait, sur ce qu'on peut gagner dans toutes les étapes. Si je vous dis allonger la durée de vie d'un produit, alors ça dépend de combien, ça dépend quel produit, et ça dépend surtout à quel rythme vous l'achetez. C'est ça qui va déterminer l'économie. Donc, il y a une économie, c'est sûr. Maintenant, de quelle mesure, ça dépend de vous, en fait. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on gagne du temps, évidemment, puisqu'avoir un standard d'identification, c'est un gain de temps pour tous. Et qu'en tout cas, le coût d'une application, elle est relativement faible. Pour nos premiers clients, l'amortissement se fait en moins de 12 mois. Donc, on n'est pas sur des investissements qui paraissent très importants. Ce qui est aussi important, c'est de rassurer les utilisateurs, les porteurs de ces équipements au quotidien.
Et là, effectivement, d'avoir accès à cette information en temps réel, c'est utile. Et puis, il y a aussi, évidemment, le fait que chaque acteur qui intervienne sur l'équipement puisse utiliser la solution. Donc, c'est une solution partagée où chacun peut se connecter et effectivement avoir la capacité à enregistrer une opération si elle n'est pas intégrée directement via un ERP. Alors, dans nos processus, je vous ai parlé tout à l'heure de l'identification, qui est le point de départ. Donc, évidemment, l'idéal, c'est le parc neuf. Le fabricant a fait son marquage, il l'a adapté, et il a effectivement un code 2D et une étiquette RFID. Donc là, on sait qu'on va pouvoir démarrer facilement la traçabilité. Et pour le parc existant, en fait, en général, on intervient en fournissant le marquage au client qui va être réalisé lors de l'entretien, enfin, qui va être posé lors de l'entretien ou du contrôle. On peut aussi solliciter des prestataires qui peuvent faire ce genre d'opération, sous-entendu que le fabricant, évidemment, valide le fait que ça puisse se réaliser dans ces conditions. Et ça peut permettre aussi de gagner du temps pour éviter d'avoir un parc qui soit pas suivi d'un côté, suivi de l'autre, et le fait qu'on soit un peu dans le flou pendant une période donnée. Dans notre déploiement, on a aussi évidemment la formation des utilisateurs qui est un point central. Une application mobile, vous en connaissez plein, regardez vos téléphones, combien vous en utilisez, combien sont dans le téléphone et jamais utilisés trop certainement. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'hyper simple, en 2 ou 3 clics, en fonction de ce qu'on a à faire, on arrive à une finalité d'opération. Et puis intégrer les datas, ça c'est aussi un point hyper important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas redémarrer de zéro aujourd'hui dans la vie de l'entreprise, on est obligé de tenir compte d'un historique. Et là, effectivement, on a la capacité de pouvoir intégrer ces datas, ce qui fait qu'en fait, vous partez avec un historique, même si l'application n'a pas été fonctionnelle par le passé. Ce qui permet de poursuivre la traçabilité, puis bien sûr de l'améliorer avec les informations qu'on va pouvoir collecter. Alors, je vous ai parlé un peu de PCIS dans le 4e point déployé. On a eu un échange avec GS1 récent. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. Devenir quelque chose de simple et de transmissible par tous les utilisateurs d'une solution, c'est hyper important. On échange avec des clients qui nous disent « Bah oui, mais mon organisme de contrôle, je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord pour utiliser votre application ou en tout cas changer son processus qu'il a l'habitude d'avoir. » Bon, c'est vrai que c'était le cas avant le code barre, je pense, dans la grande distribution, dans les années 70, sans doute. Maintenant, on peut, avec le PCIS, effectivement, faire avancer ces sujets, les standardiser. Et nous, on est prêts, en tout cas, effectivement, à pouvoir déployer ce standard avec des partenaires qui ont cette motivation. Et puis, l'idée aussi, c'est un peu de transformer l'usage qu'on peut avoir de nos équipements. C'est vrai que l'entreprise, par défaut, elle va faire l'acquisition de matériel, alors que dans certains cas, pas tout le temps, mais dans certains cas, les matériels existent, mais elle ne sait pas où ils sont. Ils sont sur des chantiers, personne ne le sait. Quelque part, c'est dommage d'acheter du matériel alors qu'on a la capacité d'utiliser celui qu'on a. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une information au quotidien qui va permettre de se dire, bah oui, je sais que j'ai du matériel disponible, oui, il est conforme, sur telle période, il va être conforme. Du coup, c'est beaucoup plus simple d'aller chercher ce matériel que d'en commander un neuf et effectivement de l'utiliser. Et puis, il y a l'anticipation des besoins. Je vous ai parlé des contrôles utilisateurs. Comment on peut anticiper les besoins sans mettre au cœur de ce sujet les utilisateurs? C'est tout l'intérêt d'une application comme la nôtre que de pouvoir remonter ces informations au quotidien et se dire j'ai une commande de casque à passer cette année et je vais être capable effectivement de pouvoir l'optimiser parce que j'ai des utilisateurs qui me remontent des besoins spécifiques qui vont me permettre d'ajuster la commande exactement aux besoins définis. Voilà, on a été accompagné par différents partenaires dans la région Pays de Loire où on est installé, et notamment Atlampol, alors qui n'est peut-être pas connu ici à Paris, mais qui est un incubateur qui existe depuis une vingtaine d'années dans la région. Et on est ravis d'avoir été soutenus par eux, par également Réseau Entreprendre depuis une petite année. Et donc, voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup, Rémi. Est-ce que vous avez des questions qu'on puisse vous apporter le micro? J'ai été super clair. J'ai bien compris. Juste pour être sûr, donc en fin de compte, les données sont bien sur l'étiquette, sur le code, sur le QR code.
Alors en fait, Ou sur un serveur en fait, lié à votre le QR code, ça application. nécessite une URL, effectivement, vous avez raison de poser la question. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que notre solution qui détecte le code GS1, elle détecte la fin du code de l'URL pour permettre un fonctionnement avec l'application mobile. Je ne sais pas si pour vous c'est clair. Ça veut dire qu'effectivement, on a un site web qui permet d'accéder à l'info directement sans application. Ça, c'est pour simplifier la vie de l'utilisateur. Mais on est bien sur le code GS1 qui, lui, est à la fin de l'URL et qui peut être reconnu par notre solution. Alors, ce n'est pas notre modèle standard. Notre modèle standard, c'est le 2D Data Matrix avec l'UHF. Mais on se rend bien compte au quotidien, face aux utilisateurs, que chacun ne peut pas forcément avoir un lecteur RFID et que le smartphone n'est pas forcément aujourd'hui utilisé par tous les porteurs d'équipements. Donc, tous les documents sont sur un serveur. Tout est sur un serveur, évidemment, tout est rattaché, comme toutes les solutions que vous verrez, je pense, qui travaillent avec un identifiant GS1. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il est possible dans votre solution d'intégrer une notion de kit? Alors, j'explique ce qu'est un kit. J'ai un détecteur de gaz qui est associé à un tuyau, à une buse. L'ensemble fait un équipement. Et bien sûr, le tout est dans une boîte sécurisée. Oui. En fait, on est parti de la problématique du kit de harnais, qui est un des exemples de kits, effectivement, qui diffère des produits uniques qu'on a l'habitude de contrôler spécifiquement. Et le kit de harnais nécessite non seulement, effectivement, que chacun de ces équipements soit conforme, mais qu'il soit rattaché au même numéro de série qu'à l'origine où il a été livré par le fabricant. Donc oui, on a cette fonction kit qui vient compléter, on va dire, le fonctionnement classique de numéro unique d'un produit. Très bien. Alors, de toute façon, on a le temps du déjeuner après s'il y a d'autres questions qui arrivent. Merci à tous, a posteriori. Merci, Rémi. Merci beaucoup, Rémi. Alors, on va laisser la parole maintenant à Pierre Williams et Denis Mouvroux pour qu'as-tu avec la solution CheckMe. Ce sera Pierre alors. On passe ici, c'est ça? Bonjour, je m'appelle Pierre Williams, je suis responsable de l'innovation pour le groupe SICAM. Alors, le groupe SICAM, c'est une ETI française. C'est un petit groupe qui fait un peu plus de 3000 personnes implantées dans le monde entier pour un chiffre d'affaires, merci, il faut s'adapter à la taille, de 450 millions d'euros. Nos domaines d'activité sont liés bien sûr au marché de l'énergie, les réseaux de distribution, les réseaux électriques de distribution, ce qu'on appelle la moyenne et la basse tension, les réseaux de transport, la très haute tension, il n'y a pas de routier, mais on appelle ça aussi le transport, l'électromobilité, tout ce qui est OIM, tertiaire industrie et le renouvelable. En fait, les communs, ce sont des solutions liées à la connectique électrique et à la prévention du risque électrique. C'est les deux grandes thématiques. On permet le transport du courant, de l'énergie et de façon sûre. Et puis, bien sûr, également le service. Donc, plus de 50 filiales, 25 usines, et puis 3100 personnes, ça je l'ai déjà dit. Donc quelques références pour vous inonder un peu. Donc, vous voyez des exemples. Alors on est aussi présent dans les réseaux de distribution, là type ce n'est pas Rexel, hein, c'est pas la même distribution, mais elle est aussi électrique. Là on est sur des canaux de vente. On va être présent aussi sur les véhicules, Volvo, Renault, Peugeot. On fournit de la connectique. Je ne les passe pas tous en revue. Hein. Voilà, c'est pour vous donner juste le spectre un peu de notre domaine d'activité. Alors, nous, les enjeux qu'on a identifiés pour nos clients, on n'en a pas forcément beaucoup parlé encore aujourd'hui, c'est la gestion des habilitations et des certifications des travailleurs.
Ce qu'on va vous présenter maintenant et puis après sur notre stand, on a étendu la notion de contrôle périodique, de vérification de la conformité des équipements, de la traçabilité, c'est les deux grandes notions, mais on l'a étendu en fait également aux utilisateurs. Et donc la solution qu'on a développée, je vous présenterai plus en détail, permet de gérer les habilitations des travailleurs, et au sens habilitation électrique et certification. Bien sûr, pouvoir avoir une traçabilité des tests de production et des tests de contrôle périodique des équipements et des outillages. On est vraiment très large. C'est EPI, c'est outillage, équipement. Et puis en fait, on s'est dit qu'on pouvait aller plus loin et qu'on pouvait aussi l'utiliser pour les accessoires qui sont installés sur un réseau. Finalement, c'est pareil, un accessoire installé sur un réseau, il a été installé par une personne qui est censée être habilitée, qui utilise des EPI qui doivent être conformes. On veut connaître la localisation, on veut enregistrer cette information, peut-être prendre une photo pendant l'installation. Et donc là, on a un système de traçabilité qui est vraiment global. Bien sûr, on l'a déjà dit, ça a été présenté avant, connaître l'état du parc, où il se trouve, dans quel état de conformité, est-ce que je dois prévoir, anticiper des contrôles pour avoir une disponibilité de mes équipements, accéder aux informations, quel type d'informations on a besoin d'accéder, des rapports d'essai bien sûr, mais aussi des fiches techniques, des notices d'utilisation par exemple. Et tout ça bien sûr pour réduire les accidents, en tout cas participer à la réduction des accidents et être conforme à la législation. Ça a été dit également, il y a un aspect de responsabilité de l'employeur qui est très important. L'employeur a la responsabilité d'assurer que ses opérateurs utilisent des EPI conformes. Alors les questions type vraiment qu'on entend quand on discute avec nos clients, c'est comment gérer le statut, la conformité de la certification et de l'habilitation, de la formation finalement de mes opérateurs. Puisque une habilitation électrique va être valable par exemple pendant 2 ans, une certification va être valable en fonction d'une durée et puis d'un nombre de produits installés. Donc là, il y avait une question ce matin en ce sens, est-ce qu'on sait gérer des événements ? Si on veut pouvoir gérer une certification pour un monteur électrique, oui, il faut gérer les deux aspects. Également, quand a été fait mon dernier test et mon dernier contrôle, alors sur des gants, normalement l'information est portée et écrite, mais ce n'est pas le cas de tous les équipements. Donc quand le dernier contrôle périodique a-t-il été fait, et puis pareil, là on présente une presse pour faire du sertissage, c'est une presse électro-hydraulique. Dans quel état est cet outil? Combien de cycles elle a fait? Est-ce qu'elle a été révisée récemment? Alors, nous, on a développé une application web. Il n'y a rien à télécharger sur le téléphone ou sur l'ordinateur. On a considéré que c'était important d'avoir les deux usages parce qu'on a différents utilisateurs. On a le gestionnaire du stock, d'inventaire, ou un responsable QSE. Lui, il va principalement travailler sur son PC. C'est plus ergonomique, c'est plus facile. Sur le terrain, effectivement, on imagine qu'une tablette ou un téléphone seront plus appropriés. Et donc, on est en application web. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? En fait, c'est très très simple. Si on est sur le terrain, on prend la caméra de son smartphone, de sa tablette. Si on est au bureau ou à la maison maintenant, on prend idéalement un lecteur de code barre et on vient scanner le data matrix de l'équipement. Et à partir de là, en fait, on va pouvoir accéder à toutes les informations et à la traçabilité du produit. Donc, si l'équipement n'a pas de data matrix, on sait en rajouter un, on sait faire du rétrofit. On fournit des étiquettes qui sont adaptées à différents supports, donc aussi bien du dur, du plastique, mais aussi des supports souples, comme des gants par exemple. Et ce qu'on va pouvoir faire, en fait, c'est attribuer l'article à un lieu et ou à une personne. Donc ça c'est important aussi, et ça a été abordé ce matin. À partir du moment où on commence à assigner un objet à une personne, on le responsabilise. Et un peu comme par hasard, il y a un peu moins de
d'équipements qui se perdent. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a quand même moins. Bon, c'est quand même pas mal. On a la possibilité d'attribuer l'article, l'équipement, à une personne ou à un groupe. On a les deux notions et on a même géré 3 niveaux. On a le niveau utilisateur, le niveau groupe et le niveau équipe, qui correspondent à des niveaux plus importants et hiérarchiques dans l'entreprise. Et puis de la même façon, on gère la notion d'article et la notion de dotation ou de kit que vous avez abordé tout à l'heure. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir une traçabilité, bien sûr. On est assuré à tout instant de l'état de conformité. Donc on gère en fait l'état de conformité et la périodicité du contrôle avec la notion de notification. Donc on sait anticiper, et bien sûr c'est paramétrable, il faut que ça soit paramétrable, personnalisable par l'utilisateur. On a un client en Asie qui, pour des raisons logistiques, veut pouvoir notifier, avoir sa notification 6 mois à l'avance. Pour des gants, ça paraît un peu large, mais compte tenu de la difficulté de récupérer les gants, voilà, c'est personnalisable. Bien sûr, l'idée derrière, c'est de pouvoir éliminer et recycler les produits qui vont être défectueux, et puis d'anticiper la mise à disposition. Ça a été aussi abordé. Il y a parfois des situations où l'utilisateur se retrouve avec soit des EPI non conformes, il ne devrait pas faire l'intervention, et donc il ne la fait pas, et donc on a une rupture dans le flux. Et puis accéder à l'ensemble des informations, je l'ai dit, c'est toutes les informations, fiches techniques, rapports d'essai, notices d'installation. Alors les bénéfices clients, ils sont... alors, on parlait de chiffres, c'est effectivement, je suis d'accord avec vous, très difficile à évaluer, ça va dépendre de chaque client, chaque utilisateur, mais réduire les pertes d'inventaire, ça c'est sûr. Réduire les coûts opérationnels, avoir une meilleure productivité, et puis la perte de produits, on l'a dit, et puis ça permet aussi de réduire, en tout cas de limiter le risque d'accident qui serait dû à des équipements qui sont non conformes. L'aspect impact écologique est important parce qu'on est de plus en plus confrontés tous dans notre vie personnelle et professionnelle à cette problématique. Le produit ne doit pas être jeté, et s'il est jeté, à la limite, nous, SICAM, CATU, on va le proposer de le récupérer pour le recycler et le valoriser. D'ailleurs, je préfère des fois dire valoriser parce qu'on ne peut pas toujours tout recycler. Et puis, bon, pour l'employeur, le bénéfice est évident, ça engage sa responsabilité employeur, donc il faut vraiment le faire. Et la finalité, c'est bien sûr de réduire le nombre d'accidents. Donc, moi, ce que je vais vous proposer, en fait, c'est après le repas de venir sur notre stand où je vous ferai une démo, et puis vous verrez, il y a un truc sympa, il y a un petit jeu. Si vous trouvez le produit non conforme en scannant, vous avez des goodies. Voilà. Je suis à votre disposition pour les questions. J'ai oublié de vous montrer, voilà un exemple de produit dans la poche, c'est pratique, avec le data matrix qui est là, vient de, je ne sais pas si vous voyez bien, de production. Et volontairement, j'en ai remis un autre en rétrofit. Donc on peut vraiment coller nos étiquettes sur des supports vraiment assez complexes. Un gant latex comme ça, c'est pas évident. Et là, ça tient. Moi, pour la petite info, j'ai une tasse à la maison, un petit mug où j'ai collé mon étiquette Check Me qui passe au lave-vaisselle, et j'en ai passé 30, 50, je ne sais plus, ça tient toujours. J'ai une question. Qu'est-ce qui vous a poussé du coup à travailler sur cette solution logicielle alors qu'à la base vous êtes fabricant d'équipements électriques, si je ne me trompe pas. Donc, pourquoi vous êtes allé sur ce développement-là? Merci pour la question. Donc, comme je disais, il y a vraiment deux grands piliers dans le groupe SICAM. La connectique, on va dire, transfert de puissance, et puis la prévention du risque électrique. Donc CATU, qui est assez connu, fabrique des produits, donc les tests. Il y a un test de production par défaut, et puis on propose aussi des services de retest. On propose du contrôle périodique et qu'on est en train de répandre à travers des hubs à Singapour, aux États-Unis, dans d'autres destinations.
Donc c'est vraiment très cohérent en fait par rapport à notre métier. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ou à distance? Bon, très bien. Donc ce sera probablement ce midi. Des mots pour les jeux et les goodies. Exactement. Ouais. Venez tester. Merci beaucoup, Pierre. Merci aux 3 intervenantes ce matin qui ont pitché leurs solutions. C'était très intéressant. Et c'est vraiment des solutions qui sont concrètes pour garantir la conformité des équipements. On a un cocktail déjeunatoire qui vous attend avec une reprise à 13h45 pour parler des enjeux de maintenance cet après-midi. Bonne pause déjeuner et à tout à l'heure.